bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aller dans l'eau. Donc voilà, on va aller dans l'eau. C'est pour ça que j'ai mis un petit t-shirt thématique. Vous allez voir, voilà, aux couleurs de la mer. Voilà, un petit poulpe, j'allais dire même peut-être une pieuvre, voilà. Donc, tiens, je vais poser la question parce qu'on a deux chroniqueurs cette semaine et il y en a un qui a la casquette provençale. Ça, c'est pas lui. Ah, c'est celui-là, voilà. Nicolas, bonjour. Salut mon gars, ouais. Comment on dit poulpe en provençal? Le poulpe, c'est le pourpré. Le pourpré. Le pourpré. Tu nous raconteras peut-être une anecdote? Ah bah pourquoi tu m'as dit que tu avais une petite anecdote, souvenir. Une petite, une mignonne. Le pourpré. Le pourpré. Le pourpré. Ah ben, voilà. Ça, c'est Nicolas Amat. Et puis, on en a un deuxième sur le plateau. C'est qui, c'est quoi? C'est Fabrice. C'est Fabrice. D'ailleurs, je me pose toujours la question, bonjour à tous les deux, la différence entre poulpe et pieuvre. Eh bien, ça sera une autre thématique. Et, par contre, si tu veux une différence entre une bicyclette et une voiture, il y a quelqu'un qui a la réponse, c'est Marianne Allais qui sera avec nous. Toi, tu connais la différence entre une bicyclette et une voiture, Marianne? Bonjour à tous, oui quand même, je connais la différence. Un a 2 roues, l'autre en a 4. Et là, tu nous présentes vraiment une super voiture là, qui est derrière. Et oui, en exclusivité, je vais vous présenter rapidement justement la nouvelle Lamborghini Huracan STO. Bah écoute, moi perso, elle me plaît bien. Voilà, donc je vois que les portières sont ouvertes. Voilà. Je veux bien être passager. Je te laisse conduire parce que je te sais pilote automobile. Donc je préfère te laisser conduire, surtout que je crois qu'à part j'ai jamais conduit une voiture de plus de 6 chevaux, moi. Donc. Ben voilà, donc il faudra tenter. Donc je serai passager, je crois. Ça marche. Je te dis à tout à l'heure. Et aujourd'hui, je vous dis, on va aller à l'eau. Et à l'eau, on va y aller sur une très belle thématique grâce à Anne Salvado qui est avec nous, qui est chargée de mission au sein de la délégation Façade Méditerranée. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour. Alors avec toi et aussi avec notre autre invité, on va parler d'une thématique forte, c'est-à-dire GhostMed. Qu'est-ce que GhostMed exactement en quelques mots? Ah, du coup, c'est moi qui prends la parole? Mais juste là, pour présenter rapidement GhostMed, qu'est-ce que c'est? GhostMed, c'est un programme de sciences participatives pour signaler des engins de pêche perdus et qui a été développé justement par l'Institut méditerranéen d'océanologie avec Sandrine Ruiton. Mais voilà, Sandrine, ça tombe très bien, elle est avec nous, Sandrine Ruiton, justement. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors voilà, toi tu fais partie de cet Institut méditerranéen d'océanologie. Tu es également enseignant chercheur à Aix-Marseille Université. Et avec vous, on va s'intéresser justement à cette... finalement, est-ce que le mot récupération d'engins maritimes, c'est le mot que vous employez, je crois? Oui, alors souvent on parle de retrait aussi d'engins de pêche, d'engins de pêche perdus. Donc, on va vous expliquer ce que sont ces engins de pêche perdus. Je pense et oui, parce que même moi, là, en préparant l'émission avec vous, c'est-à-dire que je me suis dit, tiens, ce mot engin, si les garçons, je vous dis engin de pêche perdu, c'est-à-dire qu'en fin de compte, sur notre mer Méditerranée, là, sur le pourtour méditerranéen, en mer, il y a des engins de pêche perdus, vous pensez à quoi spontanément? Peut-être un filet qui se serait décroché ou un truc comme ça. Toi, engin, tu penses tout de suite à ça? De bateau, voilà. Moi, c'est vrai que, voilà, spontanément, je pensais à des bateaux, alors que votre travail à vous... Sandrine, justement, ces actions que vous menez, c'est vraiment d'aller récupérer des engins de pêche perdus. Et c'est quoi ces engins de pêche perdus? Alors, les engins de pêche perdus, ce sont tous les engins de pêche qui sont perdus lors d'opérations de pêche, que ce soit des engins professionnels comme des filets, des nasses, des filets de chalutiers également, mais également des engins de pêche de loisirs, parce qu'on s'intéresse aussi aux plombs de pêche, aux fils de pêche, etc. Voilà, donc lorsque il y a des activités de pêche, parfois les pêcheurs n'arrivent pas à remonter leurs engins de pêche, et parce qu'ils s'accrochent au fond, il y a différents motifs de perte. Et du coup, eh bien, on retrouve régulièrement sur les fonds marins ces engins de pêche, donc qu'on appelle engins perdus, qui sont accrochés sur le fond. On va voir que quand même, vous avez initié justement ces opérations en 2015, mais ces opérations ont un réel but, c'est-à-dire récupérer ces engins de pêche, c'est-à-dire que ça a un impact écologique aussi très fort, c'est-à-dire que laisser défiler dans le fond de l'eau a des répercussions qui peuvent être terribles pour la faune. Oui, alors en effet, le projet GhostMed, c'est un projet scientifique qui, à la base, a été mis en place pour recenser tous ces engins perdus, pour en évaluer l'impact. Parce qu'on s'est rendu compte que les habitats côtiers en particulier
eh bien, il y a une grosse problématique de déchets qui sont échoués sur ces fonds, et notamment les engins de pêche. Donc, initialement, en fait, on a voulu mettre en place des méthodes d'évaluation de ces impacts. Alors, vous voyez, par exemple, sur les images, que parfois, ces engins, ils prennent énormément de place, et on imagine facilement qu'ils vont modifier le rôle écologique d'un habitat sous-marin. Donc, par exemple, ici, une roche qui va être complètement obstruée et recouverte par ce filet abandonné. Donc, tous les organismes qui vivent fixés sur cette roche vont être arrachés, abrasés. Et puis également, les poissons, tous les organismes mobiles ne peuvent plus utiliser cet habitat comme ils le font habituellement. Et puis, bien sûr, il y a un gros impact aussi dont on parle souvent, c'est la pêche fantôme, parce que ces filets continuent à pêcher pendant pas mal de temps après leur perte, et ils vont donc capturer des proies et des poissons de manière inutile. Oui, tu as raison, parce qu'ils vont rester là et ils vont mourir sur place. Et une question, Nicolas ? Ouais, je me posais la question. Comment vous faites en fait pour trouver les filets, selon ce que c'est? Est-ce que vous les sondez? Est-ce que les plongeurs arpentent toute la Méditerranée pour tomber sur un filet? La question est intéressante parce que j'allais dire, elle nous concerne tous, et finalement les téléspectateurs là qui nous regardent peuvent être aussi acteurs de cette possibilité-là de repérer ces filets notamment. Oui, alors tout à fait, c'est une étape clé, c'est d'avoir des signalisations. Donc, nous avons donc mis en place une plateforme qui permet de nous faire part de vos signalisations lorsque vous observez des engins perdus, donc des filets, des nasses, etc. Et donc, tout un chacun peut déclarer ses observations avec un point GPS si possible, ou au moins la description du site sur lequel il a observé l'engin perdu. Sa profondeur et puis quelques détails. Et puis ensuite, nous, on se met en relation avec les personnes qui nous ont fait la déclaration pour avoir un petit peu plus de précision. Donc vraiment, c'est un point clé, c'est important de le souligner, c'est la participation de chacun à ce programme sous forme d'observation. Et puis ensuite, nous, on va venir faire une évaluation de l'impact. Et grâce notamment à une méthode qu'on a mis en place, évaluer cet impact pour prioriser des actions, parce qu'il y a tellement d'engins. Justement, par rapport à ces actions, j'ai peut-être envie de passer la parole à Anne Salvado qui est avec nous. Je veux dire, Anne, justement, pour évaluer justement cet impact, les actions menées, etc., vous avez en plus mis en place différentes méthodes et de guides méthodologiques par rapport à ça. Et derrière, c'est pour cette raison-là aussi que l'OFB est derrière cette mission. Oui, tout à fait. En fait, au niveau de l'Office français de la biodiversité, on exerce des missions d'appui à la mise en œuvre de différentes politiques publiques dans le domaine de la connaissance, la préservation et la restauration des différentes biodiversités, et en l'occurrence la biodiversité marine. Et on apporte en fait différents appuis à des acteurs publics. Et notamment, on a un rôle aussi d'appui à tous les gestionnaires d'aires marines protégées. Donc les aires marines protégées, ce sont des sites... Des sites où en fait on protège la nature et on les met pas sous cloche. Il y a bien sûr, on concilie tout ce qui est enjeu de protection et de développement durable. Et dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'on a mené un partenariat avec le MIO, puisqu'en fait, le but, c'était de mettre en place des méthodologies et des outils communs pour l'ensemble des gestionnaires d'aires marines protégées. Donc, le MIO, je précise, c'est l'Institut méditerranéen d'océanologie, MIO, parce que c'est en anglais tout simplement le sigle. J'en profite aussi, puisque tu viens de le citer, on a un site web où on peut retrouver pas mal d'infos. Le site est hyper compliqué, c'est gosmed.mio.osupiteas.fr. Un truc facile, mais à la limite, si vous mettez Gosmed, voilà, ou institut. Gosmed sur Google, ça marche. Ça marche très bien. Donc voilà, donc tu disais justement avec le MIO, vous avez mis en place justement cette chose-là. Oui, du coup, on a mis en place plusieurs outils, donc des guides méthodologiques pour évaluer l'impact des engins de pêche perdus. Et on a donc mis en place un indice d'aide au retrait, donc en lien avec, bien sûr, Sandrine du MIO pour avoir l'aspect scientifique, mais aussi avec des gestionnaires d'aires marines protégées, par exemple le Parc naturel marin
du golfe du Lion qui avait été aussi précurseur dans le domaine et qui avait aussi développé un indice. Donc du coup, on a concilié les deux pour que ça réponde et aux scientifiques et aux gestionnaires de la marine protégée. Mais du coup, Sandrine peut en dire plus puisque... Justement, parce que c'est-à-dire que retirer, on parlait du filet quasiment, c'est-à-dire retirer un filet, c'est une vraie méthode, et une action totalement réfléchie, et c'est cette chose-là qui va être finalement cette étude que l'on va retrouver, c'est-à-dire que pour demain, ça va avoir une utilité pour nous tous aussi, ces résultats ? Oui, alors c'est important de retirer les filets parce qu'ils ont beaucoup d'impact. Il y a de nombreux acteurs qui du coup participent activement à ces retraits de filets parce que nous, en tant que scientifiques, on ne peut pas être partout. Donc, bien entendu, c'est coordonné souvent par les gestionnaires locaux. Le parc marin de la Côte Bleue, par exemple, sur la côte nord qui est à Marseille, les parcs nationaux, et puis également beaucoup d'associations locales comme Palana à Marseille, l'association Nature Dive sur Cannes, Debsguard sur Nice. Voilà, donc toutes ces associations sont vraiment des supports très importants et on collabore avec eux. Donc par exemple, on me signale un filet qui est sur Cannes, et bien moi je vais me mettre en relation avec le gestionnaire de la zone Natura 2000, alors c'est la mairie d'Antibes, mais également une association Nature Dive par exemple, qui va pouvoir aller déjà se rendre compte de l'impact du filet sur place, et ensuite on va envisager un retrait du filet. Quand tu parles de retrait de filet, ça fait réagir Fabrice. Oui, alors... Oui, en direct de... J'imagine qu'enlever un filet, ça mobilise des moyens considérables, tant au niveau humain que financier. Autant il y a une impunité, parce qu'on ne voit pas, quand c'est sous l'eau, on ne voit pas à qui appartient quoi, et les déchets sont cachés. Au final, c'est facturé par qui ? C'est qui paye ? Alors, il y a l'OFB donc, qui a financé quelques retraits, donc peut-être que Anne peut en dire quelques mots sur le programme. Mais il pense beaucoup fric, vous savez, Fabrice, c'est le truc, vraiment. Donc Anne répond à cette question du garçon qui se soucie d'eux. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a une réglementation quand le pêcheur perd son engin de pêche, il a obligation quand même d'aller le récupérer. Mais bon, des fois, c'est hyper compliqué en fonction de la zone où est situé le filet. Et donc, en fait, au niveau de l'Office français de la biodiversité, on a mis en place un marché de récupération et de prospection aussi d'engins de pêche perdus. Donc ça, c'était pour répondre à la première question sur de la prospection. On fait de la prospection sur toute la Méditerranée pour savoir où se trouvent ces filets aussi, en complément de la plateforme GhostMed de signalisation d'engins de pêche perdus. Et du coup, nous, on a mené tout un marché avec différents prestataires pour aller récupérer ces engins de pêche perdus qui, du coup, réclament un certain moyen, un certain financement, puisque en fonction d'où ils sont situés, c'est compliqué et il faut avoir les moyens avec des drones pour faire des images ou des plongeurs certifiés qui peuvent du coup faire des travaux des travaux sous-marins. Oui, et j'allais dire aussi, c'est les actions des associations aussi qui aident à ça. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi l'importance des associations que l'on a sur notre territoire qui aident finalement à minimiser ces coûts, et même si ça en a pour eux, mais en tout cas, voilà, ils ont de vraies actions. On va juste faire une petite pause et on va aller dans un monde qui n'a rien à voir. Voilà, on va aller dans le monde de l'automobile avec Marianne Allais qui est avec nous. Tu nous as promis de nous présenter un engin, toi. Vraiment de pêche, parce qu'avec ça, je suis sûr qu'on peut choper des sacrés poissons, quoi. Alors, je ne sais pas quel poisson on va pouvoir choper, comme vous dites, comme tu dis, Philippe, avec ce type de voiture. Oui, aujourd'hui, j'ai l'opportunité de me trouver chez Lamborghini, donc ça change d'un univers McLaren ou Porsche. Donc là, j'ai derrière moi la nouvelle Lamborghini Huracan STO. Donc STO, c'est pour Super Trofeo Omologato. Donc comme vous le savez, tout au long de l'année 2020, j'étais sur les circuits, je vous ai emmené un petit peu partout et on avait l'occasion, justement, je vous ai déjà présenté une Super Trofeo. Là, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, cette voiture a été justement élaborée tout autour de la compétition. Donc on retrouve 3 modes de conduite. Donc on a le mode STO. Donc le mode STO, c'est vraiment pour la route. Aujourd'hui, on est sur une voiture de course, une pistarde, mais qui a été homologuée route. Après, on a le mode Trofeo. Donc on est pour un mode sur circuit, sur piste sèche, et le mode Pioggia où on est sur un mode pour piste, mais sous la pluie.
Donc cette voiture, on est sur un V10 de 640 chevaux, donc autant vous dire que ça pousse puisqu'on fait le 0 à 100 en 3 secondes et on est sur un V10, donc vous pouvez, voilà, elle est de toutes les couleurs, très colorée, on est sur un design très sportif, donc c'est sûr que ça change de ce que vous parlez en ce moment. Donc tu es en train de dire que finalement le mot aérodynamique, c'est ça ce mot aérodynamique extrême, parce qu'en plus je vois dans les lignes, etc., si on y arrive en plus à pousser, les formes ont l'air d'être complètement adaptées à cette aérodynamique. Là je vois, il y a un aileron derrière, etc. On est vraiment là tout à fait, voilà, sur un côté vraiment très beaucoup très sportif. Oui, tout à fait. On est sur beaucoup d'aéros. La voiture, aujourd'hui, c'est la Lamborghini la plus légère puisqu'elle fait 1 tonne 33,9. On a beaucoup justement d'aérodynamisme. On a 75% de fibres de carbone. Donc, on est vraiment sur une voiture très légère. Donc, 1 tonne 33 pour 640 chevaux sur un V10. Oui, on va dire que quand vous appuyez, voilà, le 0 à 100 en 3 secondes, le 0 à 200 en 9 secondes. Donc, c'est très rapide, c'est très sportif. Mais cette voiture peut rouler sur la route. Voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle STO. STO, d'accord. J'allais dire, et le bruit du moteur doit être un peu particulier ou pas du tout? Et ben, le bruit, justement, va changer en fonction des modes de conduite, hein, puisqu'on a le mode vraiment STO où là, vous serez sur un bruit plutôt dédié à la route. Et après, forcément, quand on va passer sur les modes Trofeo ou Pioggia, autant vous dire que oui, elle, on va dire, chante une belle chansonnette que j'ai pu entendre tout à l'heure. D'accord. Et j'allais dire, voilà, on est d'accord que là, le modèle que tu nous montres, j'allais dire, il est routier et homologué, c'est-à-dire qu'on peut aller sur la route avec, hein. Tout à fait, voilà, oui, d'où son nom STO, Super Trofeo Homologata. C'est vraiment une voiture, voilà, où on a un mode où on peut aller sur la route sans aucun problème. Et après, vous avez bien sûr les modes d'une Super Trofeo pour aller sur le circuit. Là, il y a quelqu'un à ma droite, Marianne, c'est hallucinant, mais le mec, il me pose une question, je te jure. Hein. Je voulais juste savoir, il me regarde, il me fait comme ça. Je voulais juste savoir combien coûtait l'option cassette sur la Lamborghini. C'est juste l'option cassette. C'est ça qui m'intéressait, c'est tout. Alors, non, il n'y a pas d'option cassette. Combien vaut à peu près ce Par contre, type? j'ai le prix. Oui. Voilà, j'ai le budget. On est sur un budget de 299 000 €, 294 €. Voilà. Pour ceux qui veulent se faire plaisir, elle est désormais disponible à la vente. Voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de vous faire plaisir. Voilà, c'est le moment ou jamais, quoi. Donc, non, mais le véhicule est sublime et c'est vrai qu'on reste quand même dans des véhicules de luxe et c'est aussi pareil une gamme de produits qui est là aussi pour nous, j'allais dire pour nous faire rêver aux uns aux autres. Et c'est une industrie aussi qui fonctionne quand même bien, cette industrie du luxe aussi. Donc voilà. Voilà, tout je vais à rester fait. avec ma petite 6 chevaux, moi. Une dernière petite question. Ce genre de constructeur bascule petit à petit vers l'électrique ou c'est juste du traditionnel, la vraie mécanique? C'était pas la question du jour. Hein. Malheureusement, alors non, c'est pas la question du jour, mais je n'ai pas la réponse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de constructeurs qui se sont tendus vers l'électrique. Aujourd'hui, non, ça, j'ai pas la réponse. Voilà, eux, ils sont quand même plus sur. On aime bien le bruit quand même chez Lamborghini, voilà. Bon, ben écoute, moi, là, j'ai eu trop de bruit avec le moteur. Je vais aller dans les fonds marins. Je vais retourner avec Sandrine et Anne pour aller prendre ce calme et cette sérénité qu'on a dans les fonds marins. Merci beaucoup, Marianne, d'avoir été avec nous et je te dis à très vite. Merci à vous. Allez, à très vite. Bisous. Et je reviens avec vous, Anne et Sandrine, pardon. La question que j'ai envie de vous poser, j'ai peut-être envie de rappeler le site web. C'est-à-dire que, je vais dire, là, vous avez besoin de chacun d'entre nous, finalement, surtout. Le site web gosmed.mio. Voilà, mesdames et messieurs, prenez-le en photo, hein, le site web, ça va être plus simple pour s'en souvenir. Je veux dire, vous avez vraiment besoin de nous. Je ne sais pas à qui je passe la parole, peut-être à Anne ou à Sandrine. Oui, par rapport au formulaire. Du coup, le formulaire a été développé par le MIO, mais effectivement, on a besoin de tous. Oui, c'est essentiel. Ouais. Les observations sont essentielles. Pour vous donner un exemple, pas plus tard qu'hier, on est allé plonger sur un filet qui se trouve vers Marseille, qui a été signalé par des observateurs d'une association d'apnée à Marseille. Et donc, on s'est rendu compte de l'ampleur de ce filet et grâce à ça, on est en train d'organiser l'enlèvement du filet avec le parc national des Calanques. Voilà, donc c'est vraiment un pilier très important, les observations de chacun et leurs témoignages. Mais c'est surtout aussi pareil, de là aussi, après, selon la profondeur, des fois, vous pouvez y aller ou ne pas y aller aussi. Oui, alors voilà, le protocole d'évaluation de l'impact, ça nous permet de prioriser des actions. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas aller partout.
Et du coup, on va aller en priorité là où l'impact est très important, où il y a des espèces protégées, par exemple, où le filet continue à pêcher. Voilà. Donc ça, c'est les priorités d'action. Quand tu dis continuer à pêcher, c'est-à-dire qu'il va être dans les fonds marins, je veux dire quasiment en horizontal, à l'extérieur. Voilà. Et là, les poissons peuvent se coincer tout simplement là et meurent sur. Les poissons, les crustacés. Hier, on a vu un cormoran, espèce protégée, un cormoran dans le filet, qui s'est bien mourant, noyé, tu veux dire Cormoran. Ah ben mort, oui. L'oiseau, le cormoran. Mais le corps était mourant, là. Oui, non, je sais, je faisais un petit jeu de mots ridicule. Malheureusement, ça a un très gros impact aussi sur des espèces patrimoniales qu'on essaye de protéger. Donc vous imaginez quand même les dégâts collatéraux que ça peut causer. Ici, vous avez des photos de Posidonie, une plante marine protégée également. Et là, on va allègrement en arracher des mètres carrés. Voilà, donc tout ça, il faut agir au plus vite, le plus précocement possible pour éviter justement d'avoir des impacts importants. Quand tu dis, finalement, c'est les vrais enjeux de biodiversité, je veux dire aquatique, terrestre et maritime. Ça englobe les trois, puisque tu citais même les cormorans. C'est-à-dire que cet impact-là, c'est vraiment une protection globale, parce qu'il n'y a pas que le marin, comme tu disais, il y a l'aquatique et finalement le terrestre avec les oiseaux ou d'autres choses, et même des dangers pour nous aussi dans la pratique de sport nautique et autres. Voilà, pour les usagers, tous ces filets, ils peuvent être des entraves à la navigation, des pièges pour les plongeurs, pour les apnéistes. Il y a des accidents parfois où les gens, aussi par curiosité ou par inattention, peuvent toucher des filets et se prendre dedans, malheureusement. Et puis pour la navigation aussi, les filets parfois remontent très proche de la surface, et si un bateau passe dessus, il peut prendre son hélice dedans. Alors, je vais juste arrêter quelques instants. Tu avais une petite anecdote tout à l'heure que tu me disais sur le poulpe. C'était quoi ton histoire du poulpe? C'était le poulpe, oui. C'était le nom du poulpe en provençal, tu m'as demandé. J'ai une petite histoire là-dessus, en fait. Donc, en fait, quand j'étais plus jeune, j'allais à l'école, et notamment au collège, à Toulon, au Mourillon, très proche du Fort Saint-Louis, en fait. Donc, on partait à l'école avec la canne à pêche qui sortait du sac à dos, et en sortant de l'école, on allait pêcher. Et au Fort Saint-Louis, à côté de la mise à l'eau, il y avait un ancien, un papé, qu'on surnommait Toto, au Mourillon. Les gens du Mourillon l'ont sûrement connu, le fameux Toto. Il ressemblait, il faut l'imaginer, pas très grand, il ressemblait à Popeye. Il avait un peu du pavé, quand il parlait, on ne comprenait pas trop ce qu'il racontait, Toto, quoi. Et nous, quand on pêchait des poissons, on lui menait les gobiers, on lui menait les mulets, les muges qu'on pêchait dans le port. Et puis un jour, il y avait un poulpe. Il était tout content, il y avait le poulpe, et il nous fait « Oh putain, pourpre !» Puis nous, on s'est dit, putain, Toto, il sait pas dire poulpe, quoi. Donc on était un peu jeunes, on était un peu couillons, on s'est foutu de sa gueule. Et ça a duré des années, dans le sens où nous, quand on se retrouvait avec les mêmes amis, chaque fois qu'il y avait un poulpe ou qu'on devait parler d'un poulpe, on disait, oh, c'est le pourpre, tu te rappelles, Toto, il savait pas prononcer poulpe. Résultat, quand tu t'es mis à apprendre le provençal réellement. Tout à fait, je prends des cours de provençal pour mieux le parler, pouvoir l'écrire, et sur quoi je tombe, le poulpe en provençal, c'était pourpre. Toto, il avait en fait la vérité, c'est lui qui détenait le vrai mot, la vraie langue. Voilà. C'est mignon de terminer une histoire de Toto, parce que c'est aussi, c'est nos poissons, et la protection de nos fonds marins, c'est aussi notre pêche, et finalement aussi voilà. Un dernier mot pour finir, je le passe à Anne ou je le passe à Sandrine? Anne, peut-être? Oui. Oui, si vous voulez, alors dire que on protège les fonds marins, on essaye de faire le maximum, bien sûr avec l'effort de tous, c'est un effort commun, donc pour protéger le bien commun, pour que les générations futures puissent avoir une Méditerranée qui soit aussi belle comme on la connaît, quoi. Surtout que en plus, pour les fonds marins et les plongeurs, on est quand même une zone, là, le département du Var aussi, c'est le hotspot finalement en France et en Europe de la pratique de plongée. C'est-à-dire qu'il y a des venus vraiment du monde entier. Il y a énormément de... c'est une fréquentation très, très allemande, je crois qu'il y a l'Autriche aussi et d'autres pays qui aiment venir chez nous pour ça. Et c'est aussi préserver une forme d'économie, de tourisme, la nature, c'est vraiment très clé. Et je voyais, quand je disais passer la parole à quelqu'un, j'avais quand même Sandrine qui m'a fait un signe de la main, donc je crois que toi aussi tu voulais donner un petit mot pour la fin, Sandrine. Oui, Anne a très bien résumé
le fait qu'il faut que chacun agisse et que ça ne marche que quand tout le monde se met à travailler ensemble. Donc les scientifiques, les gestionnaires, les offices nationaux, les associations, les particuliers, voilà. Donc, et puis les professionnels, hein, parce que on a beaucoup parlé de l'impact des pêcheurs professionnels, mais il faut souligner qu'ils ne le font pas exprès. Ils sont pour la plupart conscients que le patrimoine marin est important pour eux et pour leur travail. Et souvent, ils ont la petite pêche artisanale. C'est une pêche qui est respectueuse de la vie marine. Et ça leur fait mal au cœur de perdre leur filet. Merci à toi, merci à toutes les deux. Voilà, merci à vous tous. Et puis voilà, n'hésitez pas, il y a un site web, vous pouvez le retrouver en replay aussi si vous n'avez pas eu l'occasion de le noter. Merci à vous les garçons. Merci à toi. Merci aux garçons qui sont en régie aussi. Merci aux garçons qui nous regardent, aux filles et puis à tout le monde. Voilà, gros bisous à tous. Merci à tous.